Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres aux yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Bienvenue à bord de notre émission hebdomadaire Altitude. Nous avons commencé avec un extrait du poème L'invitation au voyage de Charles Baudelaire parce que nous recevons une invitée qui est grande lectrice de Charles Baudelaire et cette réalisatrice est détentrice de plusieurs documentaires comme Tomber levé, Notam Toulouse, Courage avec souffrance et pas mal de films sur l'éducation. Et maintenant, nous accueillons notre invité particulièrement pour ce film de fiction, Roche dans le soleil. Et Patricia Benoît, comment toi tu présenterais pour les téléspectateurs, téléspectatrices de Altitude, de Télémétropole, la fiction, le film Roche dans le soleil? Dans ce film, mon propos, c'était vraiment de parler de la répression de la mémoire, de ce que j'appelle surtout pour les personnes qui sont exilées, et je crois que c'est vrai aussi pour les personnes en Haïti, la répression des traumatismes dans le passé. Et j'appelle ça les blessures cachées, que pour fonctionner à l'étranger, quand on arrive dans un nouveau pays, on a été victime de la répression, de la violence politique, il faut vraiment cacher ces blessures et essayer de les oublier. Et dans mon film, j'examine ce qui se passe quand les gens essayent d'oublier et comment ça ressort un peu partout émotionnellement. C'est un peu les dégâts de ce passé très dur. Mais est-ce que ce passé, d'après toi, c'est un passé qui est derrière nous, un passé qui passe, ou un passé en continu, un passé qui ne passe pas? Parce que, je ne sais pas seulement, c'est vrai, le film Roche dans le soleil, c'est un film sur la situation des exilés qui vivent justement ce trauma. Mais ici, justement, il y a beaucoup de... C'est aussi un passé refoulé, une histoire refoulée. Et oui, comment toi tu composes justement avec ça L'écrivain américain William Faulkner dit que le passé n'est jamais fini. Je ne me rappelle pas exactement de la citation, mais que le passé n'est jamais fini. Et je crois que c'est comme ça pour nous tous. Quand on a un passé qui a été dur, on le porte en nous. Et ici, il y a des tas d'Haïtiens, des milliers d'Haïtiens qui portent ce passé douloureux, qui ont été victimes de la dictature et victimes de la dictature Duvalier et de l'après-dictature Duvalier sous les généraux, etc.
Et souvent, ils n'en parlent pas. Et je crois que c'est très dangereux pour une société quand les gens ne peuvent pas parler, ils ne trouvent pas d'interlocuteur. Parce que alors là, on met toute la responsabilité sur la victime. Cette victime qui doit porter ce passé en soi, ce passé qui fait des dégâts psychologiques, sans interlocuteur, sans la possibilité de même affronter ces tortionnaires. Et je crois que c'est très dur et je crois que c'est un problème en Haïti. Eh bien, ton film Roche dans le soleil, Patricia Benoît, c'est un film qui se passe justement après le départ de Baby Doc, de Jean-Claude Duvalier. C'est une histoire très complexe, mais il y a très peu d'archives, ou pas du tout, sur cette histoire de point de vue cinématographique. Et comme c'est très complexe, justement, comment toi tu as réussi justement à mettre en scène une telle complexité et comment ça s'était passé pour toi Je crois qu'il y a certaines archives, il y a des travaux, par exemple Arnold Dantonin qui a fait un travail, il y a des archives documentaires. Moi, je voulais parler de quelque chose de beaucoup plus intime, de l'effet de ces événements extérieurs sociopolitiques sur l'intimité, sur le moi intérieur. Et je voulais parler de cette absence de parole, des non-dits, du silence un peu forcé, du silence que les gens mettent sur eux et que les autres imposent sur eux. Alors c'était un peu le challenge de mon film et je ne voulais pas parler de la violence en tant que violence. Je voulais vraiment parler des effets de la violence sur les rapports humains. Il y a deux sœurs, il y a un jeune couple, il y a un père et son fils. Comment cette violence a eu un effet sur leur vie intime. Et c'était ça mon propos. Et le défi pour moi aussi, c'était de parler avec respect, sans sensationnaliser, parler de choses dont les gens ne parlent pas eux-mêmes. Hello, Jenny. How are you? Shelley. Kelly. Oh, you remembered. I never forget a promise. Oh, that's fantastic. Thank you. Do you mind just putting one of these up in case someone wants to buy a house? Oh, yeah, of course. VIP properties. No, thank you. Oh, pink is my favorite color too. In case you want to sell your house. Thanks. C'est une histoire d'une très grande violence, mais en même temps traitée avec une très grande douceur. Et ça peut embarrasser certains téléspectateurs de la mesure où celui, par exemple, je prends le personnage de Mézi, le tortionnaire, oui, qui est rentré et qui après avoir commis, après avoir fait autant de ravages, et suivant le regard de la réalisatrice, ben on le voit dans toute son humanité, avec même beaucoup de bonté. Et comment justement tu as réussi à composer avec justement cette complexité, La caricature ne m'intéresse pas. Et quand je travaille, quand j'écris, j'essaie de rentrer à l'intérieur de chaque personnage, de voir la vie du point de vue du personnage et donner à ce personnage son intégrité. Et c'est un personnage qui fait beaucoup de mal. Mais je crois que dans la vie, il y a des gens qui font beaucoup de mal, dans les milieux politiques, qui ont fait, mais qui peuvent être bons pères, qui peuvent être bons maris. Mais n'empêche qu'il faut qu'on trouve de la justice. Ce serait trop facile si les méchants avaient une étiquette sur eux et ils n'étaient que méchants. On saurait immédiatement, voilà un méchant. Mais c'est pas comme ça la vie. Et je voulais donc lui donner aussi son humanité à lui-même et montrer aussi les conséquences de ses actions néfastes dans le milieu familial par rapport à son fils. et comment tu as procédé justement au niveau des choix des acteurs. Comment toi tu as... Alors ce film a été vraiment un travail d'amour et on a filmé principalement à New York parce que le sujet du film c'était l'exil
Et on a filmé aussi à Jacmel avec Cine Institute, qui est une école de cinéma qui est vraiment formidable. Et ils nous ont beaucoup aidés. Les étudiants ont fait un travail technique sur le film. Ils ont choisi des acteurs pour nous. Alors, pour tout le monde qui verra le film, tous les figurants à Jacmel sont des Jacmeliens et des étudiants qui ont été, le casting a été fait par les étudiants à Jacmel. Ils ont aussi donné un apport technique. Et les techniciens à New York étaient vraiment impressionnés par leur travail professionnel. Et on a eu aussi le décor en Haïti a été fait par des Haïtiens. Et c'était une expérience vraiment incroyable. Et à New York, on a dû donc trouver des acteurs haïtiens à New York et on a eu beaucoup de chance. On a fait un casting et il y avait des gens que je connaissais déjà, des autres que je ne connaissais pas. Alors on a Michel Voltaire-Marcelin qui est vraiment une actrice formidable, Patricia Rainville aussi une actrice formidable. Enfin, ils sont tous vraiment, ils font un jeu d'acteurs qui est très très réaliste et très profond. J'ai eu la chance d'avoir des acteurs avec une vie émotionnelle très profonde. On a pu puiser dans cette vie émotionnelle et ils offrent cette vie. Ils m'ont offert en tant que réalisatrice et ils offrent au film cette vie émotionnelle. Il y a eu Edwidge Danticat qui était dans le film, qui est elle. Je n'arrivais pas à trouver une actrice que je trouvais qui marcherait vraiment dans le rôle et elle venait d'accoucher. Elle a dit, je participe dans le film sous une seule condition. Quand le bébé a faim, on arrête tout. Alors c'était un défi, mais c'était vraiment génial. Il y a Carlo Mitton, qui est extraordinaire en tant que père. Il y a Thierry Saintine, il y a Atibon, Jean Dany. Hi. Can I help you? Je cherche Gérald Mézy. Je cherche Gérald Mézy. Gérald, papa Gérald, voyez. You're Jerry's dad? Comment ça se passe sur le plateau? Comment justement au niveau des réflexes, comment toi en tant que réalisatrice, Patricia Benoît, comment tu gères, c'est quoi la gestion justement de toutes ces émotions qui circulent sur le plateau? Comment Alors, comme tout réalisateur, j'ai deux soucis. J'ai le souci de l'image et je travaille donc avec le cinématographe. Et le cinématographe était aussi vraiment très bien. Il s'appelle Eric Lin. Il est un Américain d'origine chinoise et il avait beaucoup de sensibilité. Et il avait une concentration incroyable et beaucoup de respect pour les acteurs. Et ça, c'est excessivement important qu'il y ait sur le plateau un respect pour les acteurs parce qu'on demande aux acteurs de faire un travail qui demande beaucoup de courage et de faire un travail où parfois, comment on dit ça, ils se plantent et ça ne marche pas. Alors ils doivent prendre des risques. Et moi, en tant que réalisatrice, la chose qui m'intéresse vraiment le plus, c'est la vérité. De voir la vérité sur l'écran, la vérité de l'émotion et aussi la vie intérieure. Et ça, c'est très, très difficile, je crois, hein, parce que le cinéma, la vie intérieure, elle est beaucoup plus révélée, je crois, plus facilement dans la littérature, dans les romans,
on peut rentrer dans la tête de quelqu'un. Au cinéma, c'est un petit peu plus difficile et c'est ça, on a fait un travail de vie intérieure et de... Alors, parfois, les acteurs, ils ont beaucoup souffert, hein. On faisait vraiment un travail très intense, ça veut dire de répéter quand ça n'allait pas, mais en même temps d'essayer d'avoir un plateau où il y avait une concentration absolue, concentration entre les acteurs, où les acteurs s'écoutent les uns et les autres, où ils sont présents les uns et les autres avec les autres, parce qu'autrement c'est faux. Et tout ça, c'est très très difficile de faire ça, de se concentrer, d'écouter l'autre, de dire ses paroles et en même temps d'être dans le moment. Et je crois qu'on a réussi à faire ça et on a réussi aussi à avoir des scènes où il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Il y a dans le monde un rhum reconnu comme étant le rhum des rhums, le rhum des connaisseurs, Barbancourt. Un rhum qui n'imite rien ni personne. L'original, le seul qui utilise exclusivement la canne du terroir. Depuis 1862, le rhum des Haïtiens. Barbancourt, le rhum des connaisseurs. Comment ça se passe au niveau de la cuisine, c'est-à-dire du scénario? Ah, ok, parce que moi je suis pas bonne cuisinière. Ah bon? Qui a dit que tous les créateurs en général, ben, ils commencent justement par composer avec les ingrédients au niveau de la cuisine même pour pouvoir accoucher sur l'écran, sur le papier. Et, bon, c'est pas ton cas apparemment. Et oui, au niveau de la cuisine, revenons à ce mot, c'est bien de ça qu'il s'agit. Tu veux quand dire même. de l'écriture du scénario? Oui, en fait, du scénario jusqu'à l'aboutissement. Oui, c'est un projet qui demande, comme chaque projet, ses différents stages de travail. Alors j'avais cette idée un peu de cette émotion réprimée et de parler, d'essayer de parler un peu de choses que j'avais vécues, ma famille étant exilée, de choses que d'autres avaient vécues, de personnes que j'avais vues, même dans les années 90 et tout ça, de personnes qui avaient souffert de cette situation. Et petit par petit, les personnages me sont venus et c'était un travail qui était assez complexe parce que le film ne raconte pas seulement une histoire, il raconte plusieurs histoires, il raconte 3 histoires. Je ne sais pas si je referai ça parce que c'est vraiment un défi d'essayer de trouver le juste milieu où on raconte assez sur chaque personnage avant de quitter le personnage pour aller à un autre personnage. Alors j'ai participé à un labo, on appelle ça un labo de Sundance Institute où le scénario a été choisi. Et je suis allée là-bas, il y a eu aussi des conseillers qui ont lu le film, qui ont donné leur réaction. Il y a même eu, on a fait une lecture du scénario. D'accord, avant même. Oui, c'était une lecture organisée par Sundance où les gens sont venus. Et dans la lecture, je me suis rendu compte d'une chose parce que ça passait assez bien et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de dialogue, que dans un sens, ça passait trop bien. Donc ça devenait un peu trop bavard. Oui, que ça marchait. C'est ça le défi d'un scénario. Parce que dans un sens, il faut pouvoir faire un scénario qui passe pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir les techniciens, les acteurs qui veulent participer au scénario. Mais je crois que s'il passe complètement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'image. Alors, c'est à l'image qu'il faut comprendre, qu'on comprend vraiment, c'est en voyant le film. Je crois que si ça passe complètement à l'écriture, ça ne marche pas beaucoup. Et c'était vraiment un processus d'épuration
d'enlever et d'essayer de comprendre ce que les personnages voulaient, de rentrer dans la tête de chaque personnage. Et ensuite, j'ai trouvé des producteurs qui s'intéressaient à faire... Avant d'aborder la question de la production, justement, comme tu as beaucoup épuré, beaucoup décanté, on voit très bien, justement, qu'il y a l'omniprésence du silence. Il y a beaucoup de silence. Et comme c'est un film, justement, qui traite la question du trauma, des chaos intérieurs, et bien, justement, on voit toute la difficulté, justement, des exilés ou de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été victimes, justement, de cette dictature atroce. Et après, comment ils vivaient tout ça dans le silence le plus total. Et tu viens de nous dire aussi, tu viens de nous révéler que ta famille, justement, a connu l'exil. Donc c'est en quelque sorte une forme d'autobiographie masquée ou, Je crois que toute écriture est une forme d'autobiographie masquée. On parle de soi, on parle des autres, on parle de ce qu'on a vécu, on parle de ce qu'on a lu. C'est pas le film dans l'histoire même n'est pas une autobiographie, mais dans l'émotion, oui. L'émotion est autobiographique, mais pas les faits, pas les personnages. Bien sûr que c'est un amalgame de personnes que j'ai rencontrées, de choses que j'ai vécues, mais il n'est pas autobiographique dans ce sens. Et aussi par rapport à l'écriture et le non-dit, ce qui m'intéresse de toute façon beaucoup dans l'écriture dramatique et l'écriture de cinéma, c'est les non-dits, ce qu'on appelle en anglais subtext, le sous-texte, ce qui se passe en dessous. En souterrain. Exactement, ce qui se passe en souterrain. Parce que je ne crois pas que les gens, d'habitude, ils ne disent pas, surtout quand c'est des choses profondes, ils ne disent pas d'habitude « je t'aime, je suis fâchée, je te... » Enfin, ce serait trop facile si on disait tous ce qu'on sentait, ce qu'on ressentait. Souvent, on a peur de le dire. Souvent, il y a des raisons, on a une pudeur. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est le non-dit et l'expression de l'émotion par le non-dit et l'expression de l'émotion malgré soi. À la Focale, lors de la projection de ce film, il y a eu 3 séances et c'était beaucoup de succès. À chaque fois, c'était une salle comble, la salle était remplie. Et on est encore sur notre soif. Et comment tu comptes procéder après pour nous autres et en même temps à l'extérieur? Comment tu souhaites justement procéder pour la diffusion plus massive du film? J'étais vraiment très très contente que la Focale ait accepté de passer le film pour sa première à Port-au-Prince et je crois qu'ils veulent passer le film encore. Et là je suis en discussion pour essayer de montrer le film à la télévision en Haïti. D'accord. Pas maintenant mais un petit peu plus devant. Ouais. Mais aussi le film, il est passé, on a eu beaucoup de chance. Alors on est allé à Sundance et le scénario a gagné un prix, le Time Warner Storytelling Award. Et ensuite on est allé à Tribeca et on a eu un Special Jury Mention. Le Tribeca Festival. Oui, et puis on était 3e dans le film Pi,
le plus aimé par les spectateurs. Il y avait plus de 200 films. Alors ça c'était, Alors ça c'était vraiment, c'était très bien. Et puis on a eu un prix en Nigeria. Au Nigeria, oui, de meilleur film de la diaspora et d'autres prix. Alors c'est gratifiant pour nous tous qui ont fait ce travail collectif. Et maintenant, on a une distribution à travers le monde, sauf en France, je crois, et aux États-Unis. Alors on va essayer de montrer le film le mois prochain, peut-être, ou dans quelques mois aux États-Unis. On l'a beaucoup montré à des différents festivals. Et Patricia Benoît, c'est ton premier film de fiction qui est une grande réussite, qui est salué, tu viens de le dire, avec tous ses exploits. Ce n'est pas mon premier film de fiction, c'est mon premier long métrage de fiction. Ouais, alors merci. Ouais. Si. Et c'est quoi justement comme... Tu as de nouveaux projets pour... Oui, je suis en train d'écrire, là, j'écris différents scénarios. J'aimerais refaire quelque chose peut-être en Haïti, pas à l'extérieur, et là je suis dans le travail d'écrire et de choisir, mais je veux faire un film rapidement, aussitôt que possible.